Bienvenue sur cet espace tourisme responsable qu'on inaugure ce matin avec une... on m'entend pas assez? Avec une session sur l'accessibilité. Vous l'avez entendu en conférence inaugurale, l'inclusion, c'est un des grands axes de ce salon IFTM pour cette année. Donc on va aujourd'hui vous parler, ce matin du moins, d'inclusion et de tourisme inclusif. On va en parler au sens large, donc d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes aux revenus, aux faibles ressources. Donc c'est vraiment l'accessibilité au sens large qu'on va aborder ce matin. Cette session, elle se base, elle fait écho en tout cas à une publication qu'on a sortie chez Acteurs du tourisme durable, le guide que vous avez là et qui est à votre disposition, le guide pratique d'inspiration pour un tourisme inclusif, que vous pourrez prendre à l'issue de ces sessions et qui est téléchargeable sur notre site, le site d'Acteurs du tourisme durable. Je vais juste nous présenter avant de démarrer. Donc, je suis Anne-Lise Olivier, directrice de l'association Acteurs du tourisme durable. Et je passe le micro à mes co-intervenantes. Donc je suis Audrey Barbier, chargée de projet pour l'association Acteurs de tourisme durable également. Alors Annette Masson, association Tourisme et Handicap, membre de ATD. Et Esther se présentera un petit peu plus tard, elle interviendra pendant la deuxième conférence. Voilà, donc juste quelques mots très rapides sur le guide là, que vous avez et qui est à votre disposition donc, sur notre site. Ce guide, on l'a réalisé, on l'a sorti en tout début d'année 2024. Il a été fait en partenariat et avec le soutien de la ville de Paris, qui est venue nous voir en nous disant on est à quelques mois des JO, des JOP. On a un besoin sur ce sujet-là. Vous savez que ça a été un des grands axes de la candidature de Paris pour l'accueil des Jeux. Et ils avaient la volonté d'outiller encore plus les acteurs du tourisme parisien avec des outils pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'accessibilité, comprendre les enjeux et leur donner des solutions, des bonnes pratiques. Donc voilà la genèse de ce guide, mais il s'adresse évidemment à tous les acteurs du tourisme, hébergeurs, destinations, organisateurs de séjours, de voyages, et bien au-delà des acteurs parisiens. Donc on va vous... voilà, ça c'est le guide. Et puis là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et donc, qu'est-ce que l'accessibilité? Vous le savez, dans le tourisme, on aime bien les définitions. Et dans le guide, on vous propose plusieurs définitions. Donc, vous retrouvez les définitions de qu'est-ce que le tourisme social, qu'est-ce que le tourisme pour tous, qu'est-ce que le tourisme social et solidaire. Ça fait beaucoup. Donc, je voulais commencer déjà avec la première définition, le premier terme, le handicap. Et pour ça, Annette, est-ce que tu peux nous définir le handicap? Tu es la mieux placée. Je dirais que le handicap, c'est quelque chose qui nous empêche éventuellement dans notre société d'en profiter pleinement. Alors le handicap, je voudrais quand même préciser que 80% des personnes en situation dite de handicap, c'est du handicap invisible. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez croiser une personne qui a une difficulté, mais sans forcément vous en rendre compte. Donc en fait, nous avons, on va dire, une déficience, nous avons une incapacité éventuellement partielle à faire certaines choses. Et moi, je dis, comme exemple, je suis myope. Je vois des gens ici avec des lunettes. Si on n'a plus ces lunettes, on est quand même handicapé, entre guillemets. Bon. Donc, en fait, on a tous, dès quelquefois, une difficulté qu'on pallie avec des lentilles, avec des lunettes. Mais en tout cas, si on ne les a pas, ça nous pose un problème. Merci, Annette. Et en termes de tourisme social, on parlera de tourisme social pour donner accès aux pratiques touristiques au plus grand nombre, au plus de personnes, pour favoriser la mixité des publics. C'est-à-dire, comme tu le disais, on a des handicaps qui sont visibles ou non, mais le handicap, ça peut aussi se caractériser par des personnes qui ont des difficultés à se mouvoir, qui ont des enfants en très bas âge, les familles nombreuses, des difficultés financières ou encore des freins culturels. Donc il faut bien qu'on dissocie le tourisme accessible du tourisme social. Tourisme accessible, on va plus l'évoquer pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Que le tourisme social, on va plus l'utiliser pour les acteurs qui favorisent un brassage culturel, social. Voilà, c'était le petit point définition.
Quelques chiffres clés. Le chiffre clé que vous avez peut-être vu passer cet été, parce qu'il revient beaucoup à ces périodes-là, c'est 40% des Français ne partent pas en vacances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de ce chiffre, mais c'est assez énorme pour deux grandes raisons. La première qui est une raison financière et la deuxième qui est pour des raisons de santé. Donc là, on va retrouver les handicaps, on va retrouver les maladies. Donc voilà, 40%. En termes de population mondiale touchée par un handicap physique, mental ou sensoriel, on est à peu près 15% de la population mondiale. Ça représente environ 1 milliard de personnes touchées dans le monde. Et en France, ça représente 12 millions de personnes touchées. Donc c'est des populations à ne pas oublier, des populations qui rencontrent des difficultés. On va voir ensemble ces difficultés. Ah, pardon, vas-y Annette. Avant juste d'aller plus loin, je voudrais préciser que les personnes en situation de handicap et tourisme social, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a effectivement une population française en situation de handicap ou pas, qui ne voyage pas pour des raisons financières, mais il y a aussi des personnes en situation de handicap qui souhaitent voyager, qui ont les moyens, qui ont un emploi et qui veulent utiliser évidemment leur salaire, entre guillemets, pour des loisirs ou des vacances. Et eux sont empêchés pour d'autres raisons. Et quand on dit 15% de la population mondiale, je voudrais quand même préciser que c'est 1,3 milliard personnes. Et donc aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'étrangers qui veulent venir, qui sont en situation de handicap et qui ont les moyens de venir, mais qui ne viennent pas pour des questions d'accessibilité touristique en France. Merci pour les précisions, Annette. Et donc, eh bien justement, Annette, concernant les principales difficultés que peuvent rencontrer les personnes avec une déficience, donc on a 5 grandes catégories que tu connais mieux que moi, auditive, visuelle, motrice, intellectuelle, cognitive et enfin psychique. C'est vrai que dans le tourisme, souvent, si vous avez déjà testé, quand vous tapez vacances dans un moteur de recherche, vous tombez tout de suite sur les photos d'un aéroport ou d'une plage paradisiaque. Bah, c'est pareil, je vous invite à faire la même chose en tapant le mot handicap. Vous allez tout de suite tomber sur des photos de personnes en fauteuil roulant, alors qu'en fait, c'est bien plus vaste que ça, comme tu l'as expliqué auparavant. Oui, je précise toujours qu'on pense au fauteuil parce qu'on le voit. Donc une personne qui est en fauteuil comme Philippe Croison tout à l'heure, bah, tout le monde le voit, tout le monde s'écarte, etc. Or, en tout cas au niveau de la population européenne et française, la première déficience, c'est le handicap auditif. En France, il y a 7 millions de personnes qui ont une déficience auditive, plus ou moins prononcée. Donc c'est la première catégorie de handicap et qui effectivement, ces personnes ont des besoins d'équipement et sont de plus en plus jeunes puisque la moyenne d'âge, on pense toujours aux personnes âgées qui perdent l'audition avec l'âge, mais la moyenne d'âge des personnes qui perdent en grande partie l'audition, elles ont 43 ans. Donc ça signifie qu'elles veulent continuer de travailler, continuer de voyager, etc. Avec leur handicap. Et donc, je précise toujours que la déficience auditive est celle qu'on ne voit pas, puisqu'on peut croiser la personne qui est équipée ou pas au travers de ce salon sans savoir qu'elle a une déficience majeure. Merci Annette. Hop, je laisse la parole à Anne-Lise. Oui, ce qu'on souhaitait faire aussi passer comme message ce matin, c'était de voir aussi l'accueil des personnes en situation de handicap et l'accueil plus largement des personnes qui ne partent pas comme une véritable opportunité, non pas comme une contrainte. On vient de le dire à l'instant et Philippe Croison l'a rappelé aussi ce matin. Il disait si votre lieu est accessible aux personnes en situation de handicap, c'est un chiffre d'affaires de 10 à 15% supérieur parce que c'est autant de personnes en plus qui peuvent venir, qui peuvent visiter votre destination, votre site, votre hôtel, que sais-je. Donc il faut vraiment voir ça aussi comme une opportunité. Pensez aussi avec le vieillissement de la population, que finalement des personnes qui ont des difficultés à se déplacer ou à entendre, par exemple, comme on vient de le dire, ce nombre de personnes augmente déjà, mais va d'autant plus augmenter à l'avenir. Donc c'est un énorme potentiel de clientèle dont il serait dommage de se priver. Donc les professionnels ont tout intérêt à s'adapter dès aujourd'hui pour accueillir ces publics et pour adapter leur offre à cette clientèle-là. Tout le monde sera gagnant au final.
Et puis quant aux personnes qui ne partent pas pour raisons plus financières, là aussi on vient de le dire, tu le disais, c'est 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Donc là aussi il y a une réflexion à avoir sur, oui on peut attirer des clientèles sur des nouveaux marchés, etc. Mais il y a aussi toute cette clientèle-là de Français qui ne partent pas aujourd'hui. Si demain, toutes ces personnes-là, on les transforme en visiteurs, c'est là aussi une grosse opportunité pour l'ensemble de la profession pour augmenter son nombre de visiteurs. Voilà, donc il y a plein de choses à mettre en place. Et puis la dernière chose à dire aussi, c'est que en accueillant tous ces publics-là, en rendant des lieux comme des gares, des musées, etc., plus accessibles, au final, ça bénéficie aux habitants. Ça, il faut aussi y penser. C'est au final toute la société qui va être gagnante. On passe sur un petit focus sur la réglementation. On sait que généralement, ça vous intéresse en tant que professionnel du tourisme. Et encore une fois, je vais laisser la parole à Annette, qui est la mieux placée pour vous en dire quelques mots. Alors oui, il faut parler de la réglementation. Il y a une loi en France depuis février 2005 qui a dit que la France devait être tout accessible, tout type de service, à partir du 1er janvier 2015. Aujourd'hui, on voit qu'on en est loin et que, bon, bien sûr, une loi donne des bases, mais en fait, c'est la volonté. C'est d'abord, le changement du regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap et de vouloir les inclure, entre guillemets, dans notre société. Et 2, évidemment, de trouver un certain nombre d'aménagements par rapport à leur handicap. Mais je me permets de rappeler que tous les aménagements qui peuvent être faits sont un confort d'usage pour tous, puisqu'effectivement, ça a été dit dans une diapositive précédente, faire un confort d'usage pour une personne en fauteuil pour accéder quelque part, c'est aussi pour une personne âgée qui a du mal à monter les marches, c'est aussi pour des parents ou des grands-parents avec un enfant dans une poussette, etc. Donc en fait, tout élément que l'on va mettre en place pour une personne, on va dire en situation de handicap, va être intéressante pour tous, pour l'ensemble de la population, et on parle de confort d'usage. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je voudrais vous dire qu'il faut penser à un parcours. Et si je vais citer une chambre d'hôtel, moi je veux bien que la chambre soit accessible, mais s'il n'y a pas, on va dire, un comptoir d'accueil accessible, s'il n'y a pas la possibilité d'aller au petit déjeuner, etc., le parcours, il s'arrête tout de suite. Il ne faut pas exclusivement accéder à une chambre, il faut accéder à un ensemble du parcours. Et bien entendu, bon, tout à l'heure, on le verra dans des bons exemples, c'est je peux rentrer, je peux utiliser la prestation et je peux en ressortir satisfait. C'est ça qui est important. Puisqu'en fait, évidemment, c'est très variable que vous soyez un musée, un lieu d'extérieur, site naturel, un hébergement ou ce genre de choses. Et là, ça devient un petit peu technique. Mais quand on a la volonté de rendre accessible, on peut et rien n'est impossible. Comme dirait évidemment M. Croizot tout à l'heure, rien n'est impossible. Un focus sur l'accessibilité numérique. Juste un petit mot rapide. Donc, comme le disait Annette, il y a de nombreuses réglementations qui existent, des normes, etc. Il y en a aussi pour le numérique. Donc, c'est un élément à ne pas oublier. L'accessibilité numérique, c'est de faire en sorte que vos sites internet, vos applis, etc., soient accessibles à tout citoyen, quel que soit qu'il ait un handicap ou pas. Donc ça va se traduire par des bonnes pratiques sur les couleurs, la taille, la couleur des typos, etc. qu'on utilise. Aujourd'hui, il y a un référentiel qui existe en France, le RGAA, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui permet de vérifier la bonne application d'un certain nombre de normes internationales. Donc je vous invite, si vous êtes amené à refaire vos sites web ou vos applications, etc., à vous faire accompagner par des agences qui s'y connaissent dans ce domaine-là et pourront vous accompagner pour avoir un site le plus accessible possible. Pour information, chez Acteurs du tourisme durable, on vient de refaire notre site web et qu'on a souhaité justement, alors à la fois éco-conçu, mais ça c'est encore un autre sujet, mais aussi le plus accessible possible et qui intègre un ensemble de bonnes pratiques. Alors, je voudrais préciser que les personnes en situation de handicap commencent à organiser leurs vacances, leurs loisirs, en regardant le site web du prestataire. Et s'il n'y a pas de l'accessibilité sur ce site web, alors il y a de l'accessibilité technique, c'est une chose, mais aussi le contenu, parce que quelquefois, dans le contenu, il n'est pas dit qu'il y a telle ou telle prestation pour une personne en situation de handicap ou tel outil qui existe sur le lieu, eh bien, elles ne viendront pas.
elles n'auront pas envie de se déplacer si elles n'ont pas une information, on va dire, fiable. Parfois, il faut dire aussi, on est accessible, mais que partiellement. Et c'est aux personnes de décider de venir ou pas. Donc, il faut aussi dire, des fois, quand on ne l'est pas, pour telle ou telle raison, et éviter, évidemment, un mécontentement. Alors, comme vous parliez tout à l'heure de loi, je voudrais dire tout de même que c'est une loi depuis 2019 de rendre les sites accessibles. Et très récemment, tous les sites publics des territoires viennent de se faire tancer par les ministères, parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait le nécessaire et qu'ils ont une injonction maintenant de faire le nécessaire. Ce qui est dommage, c'est d'être obligé, entre guillemets, de taper pour qu'on arrive à rendre les sites d'information, je vais dire, accessibles. Je parle bien des sites d'information, que ce soit des régions, des départements ou des entreprises touristiques. Là, il vient d'avoir un arrêté qui met le point sur la table sur ce sujet. Merci Annette. Alors Agnès, tout à l'heure, tu parlais d'accompagnement. Et dans le guide, on a voulu également mettre en avant un type d'accompagnement qui s'appelle le Fonds territorial d'accessibilité, qui est un fonds qui a été mis en place en 2023 par l'État avec une enveloppe de 300 millions d'euros. Oui, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc le budget est de 50 millions d'euros par an pendant 5 ans, jusqu'en 2028. Et donc 3 questions. Qui peut bénéficier du fonds? Donc c'est toutes les TPE, PME classées ERP de 5e catégorie. ERP, si vous ne connaissez pas le cycle, ça signifie établissement recevant du public. Donc ici, on parlera des magasins de vente, des restaurants, des bars, des hôtels, établissements bancaires. Que peut-on financer avec le fonds? On peut financer 3 choses. Donc un diagnostic des conditions d'accessibilité de votre établissement, des équipements, des travaux de mise en accessibilité. Donc là, si vous voulez installer une rampe d'accès, des sanitaires avec des barres d'appui, si vous êtes un hôtel, des chambres adaptées PMR, etc., etc. Je vous invite par la suite à aller sur le site, vous avez le lien et dans le guide et sur la présentation pour avoir plus d'informations. Et vous pouvez également financer des dépenses d'ingénierie et d'assistance. Donc, quel est le montant des aides? L'État finance à peu près 50% des dépenses engagées et le montant maximum de l'aide peut être de 20 000 euros, jusqu'à 20 000 euros. Concernant le diagnostic, là c'est également 50% et c'est 500 euros maximum. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à aller sur leur site si vous voulez voir si vous êtes éligible au fonds. Alors je vous invite vraiment à le faire parce que la déléguée interministérielle nous rappelle à chaque fois d'en parler parce qu'il y a pas beaucoup de demandes et que vous le savez peut-être comme moi, quand une ligne budgétaire n'est peu ou pas utilisée, elle disparaît. On se dit, non, ça n'intéresse personne, donc l'année suivante, on considère que ce n'est pas la peine de nouveau de le faire. Donc nous avons vraiment tous intérêt dans le tourisme et surtout quand je dis les petites entreprises, et ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, mais les restaurants, les petits hôtels, enfin, etc., indépendants et le reste, d'en profiter avant que la ligne budgétaire finisse par disparaître, faute de demande. Donc, faites circuler le message sur ce sujet. Merci Annette. On vous donne juste quelques informations sur quelques acteurs à connaître si vous souhaitez vous engager dans cette démarche et rendre vos offres et services plus inclusifs. Il y a quelques acteurs clés à connaître et on vous invite à vous rapprocher d'eux, à les rejoindre, à rejoindre les réseaux. Je vais laisser Annette présenter son association. Alors l'association Tourisme Handicap, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais toujours est-il que ça va faire bientôt 25 ans qu'on essaye de changer les mentalités, rouvrir l'état d'esprit à accueillir des personnes en situation de handicap. Et visiteurs des clients, soyons clairs là-dessus. On l'a parlé tout à l'heure de business, c'est tout à fait légitime. Et évidemment d'aider les professionnels à se rendre réellement accessibles et de trouver évidemment les bons outils, les bons moyens pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. Je voudrais mentionner l'Agence nationale pour les chèques vacances, la NCV, parce que pour le public empêché qui, des fois, a des difficultés financières, au travers de la NCV, il y a des opportunités qui existent de partir en vacances grâce à un certain nombre d'associations qui sont financées pour faire partir, évidemment, ces publics qui ont des difficultés financières pour, je dirais, partir, et entre autres avec les adhérents de l'UNAT. Les adhérents de l'UNAT qui s'occupent beaucoup de tourisme social, de villages de vacances et ce genre de choses.
Le ISTO, c'est un organisme international de tourisme et nous avons un groupe de travail sur l'accessibilité avec 17 pays différents, puisqu'évidemment, l'accessibilité n'est pas vue de la même manière, même en Europe, dans les différents pays. Donc nous arrivons à des consensus dans ce groupe de travail et à faire en sorte qu'il y ait des documents qui soient publiés et qui donnent des bases. Donc le premier document qu'on avait fait, c'était l'accueil du public au moment du Covid, puisque, bon, pour vous citer la petite histoire, il y avait même en France des lieux de tourisme qui mettaient pour se laver les mains, là, le gel, et qui le mettaient sur des choses qui étaient hautes, et quand on était en situation de handicap, on ne pouvait même pas, je dirais, prendre le gel. Bon. D'autres encore qui disaient ah ben il faut que les chiens, on leur lave les pieds, les chiens d'assistance, avec du gel. Enfin, des choses complètement aberrantes. Donc on a dit attention, il y a des choses qu'il faut faire, il faut les adapter, puis il y a d'autres choses que l'on ne peut pas faire, ce genre de situation. On a fait aussi un autre document après pour les sites web. Pourquoi les sites web? Parce qu'en fait, qu'on soit français ou étranger, c'est la base de notre information quand on est en situation de handicap pour pouvoir voyager. Et maintenant, nous venons de sortir pour l'événementiel un document pour effectivement que, comme dans des salons comme ici, un maximum de choses soient faites pour le rendre accessible. Et ceux qui ont pu participer à la session inaugurale, vous avez vu qu'il y avait le sous-titrage des intervenants sur l'affichage, bon, qui n'est pas ici, mais peut-être un jour on y arrivera aussi, mais également l'accessibilité de tous les stands. J'ai encore vu des stands où si quelqu'un vient en fauteuil, quand j'ai parcouru un peu les allées, il ne peut pas rentrer sur le stand, puisque on l'a fait sur quelque chose de surélevé et on n'a pas fait une possibilité d'accès. Donc vous voyez, il y a encore fort à faire sur un certain nombre de points, y compris d'avoir sur les contrastes de couleurs. Bon, IFTM a choisi le rose, super, mais il y a un petit problème de contraste de couleurs, évidemment, avec les textes qui sont sur les écrans. Alors nous, on est co-gestionnaire avec Atout France de 2 labels d'État. Le label, d'abord avant tout, de tourisme et handicap, aujourd'hui 4000 lieux réellement accessibles, puisque les personnes en situation de handicap, je vous l'ai dit tout à l'heure, si elles ne sont pas sécurisées d'aller quelque part, elles n'ont pas envie d'y aller, pas envie de se déplacer pour avoir une mauvaise surprise. Donc effectivement, à travers le label, les prestations sont vérifiées, et on en verra quelques exemples tout à l'heure, vont leur permettre de se sécuriser et de se rendre. Ce sont donc des établissements qui vont des hébergements au musée, à des lieux, on va dire, naturels, à des activités qui peuvent être surprenantes, hein, comme le parapente, bon, le vol en montgolfière, je le dis, tout ça c'est adapté. Et maintenant, nous essayons de passer dans une logique de territoire. Parce que ce qui est important pour les personnes en situation de handicap, c'est de se dire, oui, je suis hébergé à un endroit, mais qu'est-ce que je peux faire autour par rapport à mon handicap? Donc une logique de territoire avec destination pour tous. Et puis Famille Plus, je vais te laisser le relais avec Famille Plus, que je ne connais pas trop. Donc, Non, bah, ça, on vous invite. Alors, pour info, il y a le lien d'ailleurs avec un autre guide qu'on a sorti et qu'on met à jour régulièrement chez Acteurs du tourisme durable. C'est le guide des labels de tourisme durable. Donc, vous pourrez aller voir. On a mis cela, comme je vous le disais, c'est pas du tout exhaustif. Mais voilà, celui-là en tout cas, c'est un label sur les destinations qui mettent des choses en place justement, comme son nom l'indique, pour les familles, pour que ce soit plus accessible quand on a notamment des enfants en bas âge, des poussettes, etc. Mais voilà, pour plus d'infos, je vous invite à consulter cet autre guide qu'on a sorti chez ATD. Alors forcément, on avait quand même très envie de faire une petite parenthèse sur les Jeux paralympiques qui viennent de se terminer. Donc il faut savoir que pour les JO, on avait à peu près 9,5 millions de ventes de billets. Pour les Jeux paralympiques, ça a été 2 millions. Donc on n'a forcément pas encore assez de recul vu qu'ils viennent de se terminer. Mais on peut quand même demander le ressenti d'Annette sur ces Jeux. Est-ce que tu as eu des retours aussi de touristes en situation de handicap qui ont participé? Qu'est-ce que ça a donné? Alors d'abord, j'ai eu la chance d'être chef d'équipe de bénévoles, donc d'assister au paracyclisme, au fauteuil, rugby fauteuil.
à l'athlétisme et puis au canoë-kayak. Voilà, donc j'ai vu une partie des épreuves, on va dire. Vous le savez tous, il y a eu un enthousiasme extraordinaire, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou les Paralympiques. Enthousiasme évidemment du public. On a presque vendu 2,3 millions de places, ce qui est un record par rapport à d'autres jeux précédents. Bon, il a fallu que le public français s'y mette, parce qu'au début on avait peur, mais finalement c'est venu tout seul. On a eu des équipes de bénévoles absolument extraordinaires, ça aussi vous l'avez vu. Et je dirais que ces équipes de bénévoles étaient vraiment très impliquées et ont pallié aux difficultés quotidiennes qui pouvaient se passer. Parce que, en fait, malheureusement, je veux dire, on n'était pas aussi bien équipés naturellement qu'on l'aurait voulu. Bon. Et qu'il y a des choses qui ont progressé. Si je prends le transport, bien sûr, aujourd'hui, on va garder en héritage dans le transport, si je prends les bus, par exemple, ou le métro, les affichages visuels des stations, les affichages sonores, tout ça, c'est de l'héritage, oui. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui n'étaient que ponctuelles. Bon. Donc ponctuelles, liées évidemment aux jeux, aux accompagnements des personnes en situation de handicap. Je parle bien des visiteurs, moi. Je ne parle pas des athlètes, parce que les athlètes sont tellement encadrés qu'il n'y a pas de souci. Hein. Ils ont des accompagnants, ils ont des personnes qui les soignent, enfin, et que sais-je. Mais pour ces visiteurs, je dirais que au moins la moitié du travail d'aide a été fait par les bénévoles aujourd'hui. Et donc, si on est ravis de cet enthousiasme, on est ravis parce que ça a permis de changer un peu le regard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on change le regard des personnes en situation de handicap, et petit à petit, on va peut-être arriver à les impliquer dans notre vie au quotidien, dans notre société. Donc ça, c'est un point excessivement positif par rapport à ce qui a été fait. Par contre, il ne faut pas oublier que les Jeux, c'était une période avec beaucoup d'aide et que maintenant, on revient au quotidien. Alors, le quotidien n'est pas simple. Il y a encore énormément de choses à faire au niveau du quotidien. J'oserais dire que quelquefois, on est au milieu du gué. Donc, il faut qu'on arrive à passer ce gué et à franchir cette étape pour être une France réellement accessible, pas que touristiquement parlant. Il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui sont d'accéder dans les commerces. Quand je parle des commerces, on va dire à la boucherie, au pain, à la fromagerie. Mais c'est également les transports. Alors, j'ai beaucoup aimé le président international du paralympisme, qui est un Brésilien, et qui a tensé Madame Valérie Pécresse dans son discours de clôture, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qui a dit qu'il avait bien noté que Madame Pécresse s'était engagée à rendre le métro accessible dans les 10 ans à venir. Bon, je sais qu'elle l'a dit, ça a été écrit dans la presse. Maintenant, je me pose quand même beaucoup de questions qu'on arrive à le faire, parce que ça va coûter des milliards et ce n'est pas aussi évident que ça, techniquement parlant. Mais ça veut dire que les propos de certains, attention, ça donne des engagements qui sont repris évidemment par des étrangers, parce que même si ce président a été très content de l'accueil et de l'accessibilité en France, il s'est bien rendu compte que nous étions dans une période exceptionnelle qui n'est pas aussi évidente que cela. Merci Annette. On va terminer avant de prendre quelques questions et de laisser place aux échanges avec quelques pistes d'action. Alors c'est vraiment des premières pistes, c'est pas du tout exhaustif et puis ça reste très, très général, mais évidemment voilà, chaque établissement a ses propres problématiques. Mais donc quelques exemples d'actions à mettre en place pour favoriser un tourisme accessible aux personnes en situation de handicap. Tout d'abord, évidemment, c'est d'adapter ces infrastructures. On en a parlé, donc avoir des espaces de circulation suffisamment larges, des choses comme éviter les graviers, les gravillons. On a tous fait l'expérience de tirer une poussette, par exemple, dans les graviers ou dans le sable. Voilà, c'est impossible. Donc c'est ce type
d'équipement et d'adaptation des infrastructures, avoir des rampes d'accès, avoir des pentes qui dépassent pas un certain pourcentage, 4% je crois. Ça peut être aussi au niveau des infrastructures le fait de s'équiper d'une boucle magnétique pour les personnes malentendantes. Ça permet de favoriser la communication pour ces personnes-là qui ont un équipement. Et notamment dans des lieux comme par exemple les gares ou les salles de conférence comme ici où il y a du brouhaha, ça permet de rendre de favoriser leur confort. Ça peut être aussi, alors on en parlera tout à l'heure sur les musées, hein, mais tout ce qui va être la scénographie dans les musées, d'adapter l'emplacement des sujets et des panneaux explicatifs, tu le disais, d'avoir des choses qui soient à bonne hauteur, tout simplement. Mais on en parlera tout à l'heure sur la deuxième session où des différents acteurs viendront nous dire ce qu'ils ont mis en place. Le deuxième point, c'est la sensibilisation du personnel. Donc ça, pareil, il y a des choses fondamentales à savoir quand on accueille des personnes en situation de handicap. À minima, l'idéal est d'avoir au moins une personne référente au sein du personnel qui est formée. Mais en tout cas, voilà, qu'au moins une personne, mais sinon évidemment à l'idéal plus que ça, qui ait une formation pour savoir comment accueillir ces personnes-là. Par exemple, une personne déficiente visuelle, il faut savoir qu'il faut se présenter oralement, pouvoir décrire l'environnement, savoir comment se comporter avec un chien guide si cette personne en a, etc. Troisième point, c'est le fait d'adapter sa signalétique et ses supports de communication en ayant une signalétique suffisamment clair et compréhensible avec des documents faciles à lire et à comprendre. Et puis les sites internet, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, avec des sites qui soient les plus accessibles possibles. Et puis enfin, le quatrième point, on l'a dit aussi, c'est de faire connaître son engagement. Comme le disait Annette, c'est là qu'on va chercher les informations. Donc si vous mettez déjà des choses en place, si vos lieux sont accessibles, il faut le dire pour que les personnes en situation de handicap, que ce soit permanent ou temporaire d'ailleurs, hein. Ça peut être cet été on s'est cassé la jambe, voilà, tout simplement, on est en béquille, en fauteuil et on cherche des lieux, des sites de loisirs qui puissent m'accueillir. Donc c'est important de le faire connaître. La ville de Paris le fait. L'Hérault également a un site consacré à ça, qui référence tous les lieux accessibles. Plein d'autres le font certainement. Donc voilà, faire connaître son engagement. Je continue avec quelques exemples d'actions à mettre en place pour les personnes à faible revenu. Il ne faut pas oublier l'accessibilité financière. Donc 3 grands exemples. Le premier étant de diversifier ses modes de paiement. Donc ça, vous pouvez le voir quand même assez régulièrement. Donc de bien penser à accepter les chèques vacances si vous le pouvez, les bons CAF et surtout de l'afficher assez clairement dans vos communications. De proposer également le paiement échelonné si vous le pouvez. En deuxième point, on a de mettre en place une politique tarifaire différenciés selon les publics. Donc ça, généralement, le secteur culturel, Esther, tu me diras peut-être tout à l'heure, le fait très bien. Donc c'est de proposer des tarifs avantageux pour les étudiants, pour les familles nombreuses, pour les enfants, etc. De mettre en place des grilles tarifaires en fonction du quotient familial également, ou encore de ne pas appliquer de suppléments, notamment dans l'hôtellerie pour les chambres single. Voilà quelques exemples d'actions que vous pouvez mettre en place. Et enfin, en troisième point, de développer des partenariats et de se rapprocher des acteurs du tourisme social proche de chez vous. Là, je pense par exemple aux auberges de jeunesse qui sont souvent très douées pour mettre en place des partenariats. Vous trouverez notamment à la fin du guide, dans nos acteurs cités dans les bonnes pratiques, l'auberge Yves Robert qui le fait de très bonne manière. Vous trouverez à la fin du guide quelques exemples de leurs actions. Voilà. Et maintenant, on va passer aux questions si vous en avez. Bonjour, merci Bonjour. de la conférence et merci aussi à Madame pour le travail que vous faites. En fait, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes ouvert à l'international ou bien vous s'occupez que du marché français, quoi? Alors évidemment, nous en ce qui concerne le tourisme handicap, d'abord on s'occupe du marché français parce qu'il y a tellement de choses à faire en France que c'est clair. Par contre, je vous ai dit qu'effectivement on est ouvert
à l'international avec Isto, parce que les échanges de bonnes pratiques sont intéressants. Évidemment, il y a des choses très bien qui se font ailleurs et qu'on peut répercuter en France ou vice-versa. Ça, c'est clair en ce qui concerne évidemment notre propos. Ça ne nous empêche pas qu'un certain nombre de pays nous sollicitent sur certaines choses et que, bien entendu, on coopère, mais à la demande, entre guillemets. Voilà. Bonjour, Michel Thiard, donc Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme de Paris 1, et comme je suis en retraite, Association des Amis de l'IREST. Je voudrais apporter mon témoignage en ce qui concerne ce qui s'est passé dans le réseau des villages de vacances Cap France, où j'ai été conseiller bénévole de 2000 à 2010 dans le cadre de l'élaboration de leur label Chouette Nature, qui portait sur la qualité. Et ça a été l'occasion de pouvoir avoir des échanges sur ce qu'Annette évoquait, c'est-à-dire la préparation du personnel. Et en dehors des équipements, ils ont fait un énorme travail souterrain pour qu'il y ait un très bon niveau d'acceptation de personnes handicapées qui, en plus, venaient en groupe avec leurs accompagnateurs. Donc, je dirais que les personnes en fauteuil roulant, ça ne posait pas trop de problèmes, mais celles qui souffraient d'un handicap psychologique, ça, je dirais, il y avait plus d'appréhension de la part du personnel. Et un énorme travail aussi, au moment où les séjours avaient lieu, envers les autres clientèles de Cap France. J'ai assisté, mais sur 10 ans, à 2-3 attitudes de rejet. Du genre, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais ce qui était magnifique, c'est qu'ils avaient fait aussi un travail à Cap France auprès de leur clientèle en disant, ben voilà, vous allez passer des vacances avec des clientèles très diverses et c'est un enrichissement pour tout le monde. C'est une communication qui passait aussi dans leur brochure. Non, mais Michel, tu soulignes quelque chose d'important, c'est une affaire d'équipe. Et donc, effectivement, tout à l'heure, Anne-Lise parlait de formation. Si l'équipe est sensibilisée, si l'équipe a envie, bah après, on va dépasser la montagne, on va dépasser les problèmes d'accessibilité et on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, au départ, il faut que l'équipe soit soudée sur le sujet. Oui, bonjour. Je voulais savoir si on avait identifié les raisons pour lesquelles le Fonds territorial d'accessibilité n'avait pas de succès. Alors en même temps, il est assez récent, 2023. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de connaissances ou est-ce que les 50% de l'État ne sont pas suffisants? Parce qu'on sait que pour adapter des équipements, parfois ce sont des coûts importants. Alors je dirais que c'est un ensemble de raisons. La première chose, c'est qu'il a été lancé au mois de novembre dernier, avec l'objectif à ce moment-là du gouvernement de dire on est en retard pour l'accueil des visiteurs au moment des Paralympiques. Bon, moi j'ai dit dès le mois d'août où j'étais au courant de ça que c'était un peu tard, qu'il fallait le faire il y a 2 ans ou 3 ans, parce qu'effectivement quand on lance une opération au mois de novembre, le temps que tout le monde se l'approprie et on voit encore qu'on a besoin d'efforts de communication, qu'on prépare le dossier parce qu'il faut des devis, que le dossier soit accepté, qu'ensuite les travaux sont faits, j'ai dit de toute façon pour les Paralympiques, c'est pas la peine d'y penser. Il y aura très très peu de choses. Alors après, effectivement, il y a des questions d'investissement. Bon, comme je dis, il y a la volonté et des fois, c'est pas grand-chose. Quand on parle d'une boucle magnétique d'accueil des personnes malentendantes, c'est 300 €. Donc ça veut dire que si on a 50%, ça coûte 150 € au prestataire. C'est quand même pas, c'est amortissable entre guillemets. Bien entendu, si on a des très gros travaux à faire, ça c'est différent. Mais aujourd'hui, il est plutôt visé les petits commerces, je vais dire, qui ont du mal à se rendre accessibles et de trouver des solutions. Donc l'objectif au départ était un peu surprenant parce que bon, c'était difficilement atteignable. Mais aujourd'hui, il y a quand même un problème de communication important à passer. Oui, bonjour, je m'appelle Madame Ziegler. Ça fait un moment que je suis dans l'engagement pour rendre les voyages accessibles. À mon expérience, la grande difficulté, c'est le transport des personnes en fauteuil. Je ne sais pas où est le monsieur qui a justement témoigné. Il a dit qu'il n'y avait pas de grand problème pour le transport, mais justement le transport, trouver des autocaristes qui proposent des
des cars qui sont faits pour transporter des personnes en fauteuil. Franchement, en France, j'ai rien trouvé. Est-ce que vous savez plus que moi? Ben, il n'y en a pas beaucoup, pour être très clair. Il y en a très peu. Alors maintenant, il y a, on va dire, un arrêté européen qui dit que tous les cars qui vont être fabriqués depuis l'année dernière seront obligés d'être accessibles. Ça veut dire qu'ils aient une plateforme élévatrice qui permette d'embarquer au moins 1 ou 2 fauteuils. Alors je parle bien pas de cars spécialisés. Nous sommes dans l'inclusion, c'est-à-dire que dans un groupe, il peut y avoir 1 ou 2 personnes en fauteuil et il faut pouvoir les accueillir en même temps avec les fauteuils qui se déclipent, entre guillemets. Vous savez, c'est comme dans les avions, on peut déclipper des fauteuils, etc. Mais ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc évidemment, nous verrons apparaître ce type d'autocar tourisme, je vais dire, dans 3-4 ans. Quand ils seront fabriqués, quand ils sont là. Mais il a fallu une directive européenne pour arriver à faire en sorte que les autocaristes s'y mettent. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont encore pas tout à fait le regard accessible, je vais dire, sur ce sujet. Il faut dire que ça a vraiment aussi un prix. C'est pour ça aussi, je crois. C'est très cher, en fait, les autocars. Et voilà. Oui, mais il n'y avait pas de solution technique non plus qui était proposée aux autocaristes. Donc, où il y avait des cars spécialisés pour embarquer X fauteuils, où il y avait les cars de tourisme classiques. Donc, il fallait trouver un compromis pour permettre, évidemment, on va dire, l'inclusion de 1 ou 2 personnes en fauteuil, mais dans des autocars dédiés accessibles. Donc, ça progresse, mais ça prend malheureusement beaucoup de temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Témoignages? J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. On est censé terminer à midi. On est pile dans les temps. On est juste dans les temps. Donc je vais prendre le relais parce qu'il nous faut quand même quelques exemples à donner avec des acteurs qui se sont engagés. Alors sachez qu'évidemment, en ce qui me concerne, je vais parler avant tout d'acteurs qui sont engagés évidemment dans le tourisme et handicap, puisque ça signifie qu'ils ont été vérifiés accessibles, même si je vais en citer d'autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance depuis le mois d'avril que la marque d'État est reprise par Atout France. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la gestion de la marque du label, parce qu'en fait, ça, c'est nous qui le faisons, mais surtout que ça nous apporte la communication au niveau d'Atout France. Bon. Communication pour faire en sorte que les publics français et étrangers en situation de handicap sachent évidemment ce qui est accessible ou pas et que l'on puisse l'avoir. Jusqu'à une période très récente, sur le site d'Atout France, on ne parlait pas de tourisme accessible, pour être très clair. Maintenant, on va en parler. Donc les choses évoluent, je reste positive, mais c'est de longues années pour faire passer le message. Et donc maintenant, puisqu'on est ensemble, tout va, enfin de ce point de vue-là, en termes de communication, ça va aller mieux. Alors, on a plus de 4000 équipements qui sont, quand je dis équipements, ça va évidemment de différents types d'hébergements à des lieux de visite, à des offices de tourisme, etc., qui sont labellisés Tourisme Handicap, dont 60% sont pour les 4 familles de handicap, puisque notre objectif est de viser pour les 4 familles de handicap, de façon à être égalitaire pour tout le monde en termes d'accueil. Alors, dans le document qui vous a été présenté, qui est le guide pratique et d'inspiration pour un tourisme accessible, il y a des bonnes pratiques dedans. Donc, je vous invite à soit le regarder sur Internet, soit de prendre un exemple. Des bonnes pratiques qui sont évidemment pour en partie labellisées Tourisme Handicap. Et c'est simplement pour vous montrer la variété. La variété, ça va de centres de congrès parce que je me permets d'insister sur le fait que les gens en situation de handicap sont de plus en plus jeunes, cherchent un emploi, cherchent l'intégration et qu'ils ont le droit, comme tout le monde, d'aller dans des séminaires, dans des salles de formation accessibles par rapport à leur handicap pour évidemment suivre leur travail et leur entreprise. Ça va aussi dans ces bonnes pratiques qui sont identifiées dans le guide pratique sur des matériels, là des gyropodes adaptés pour les personnes qui sont en fauteuil pour évidemment se promener sur des sentiers de randonnée. Bon, donc là, il existe plein de matériel maintenant, petit à petit, qui permettent d'arriver.
Musée de la Romanité à Nîmes, qui a été aussi identifié sur ce guide. Je ne reviendrai pas sur les musées parce qu'on a une superbe intervention après qui va vous dire tout ce que l'on peut arriver à faire. Tactile Tour, alors Tactile Tour, c'est simplement l'association Valentin Huy. Et je vous invite à aller sur leur site pour voir l'exposition qui est itinérante en France d'objets, de maquettes qui sont faites en impression 3D. Avant, quand on voulait faire une maquette, il fallait trouver un menuisier, il fallait faire des choses. Maintenant, avec les impressions 3D, on peut faire beaucoup de choses. Bon, ça demande quand même une certaine technique, technologie. Mais bon, aujourd'hui, tous ces éléments qui sont faits sont à travers la France et vous pouvez voir l'homme de Vitrus, par exemple, la tapisserie de Bayeux, qui a été fait en espèce de maquette et qui aide les personnes handicap visuel de se rendre compte ce que c'est, de faire un tableau aussi. Il y a des tableaux qui sont faits en maquette qui permettent de les toucher et de se dire, ben voilà, ça c'est... voilà comment est représentée la Joconde, par exemple. Parce que bon, si vous demandez à quelqu'un qui ne voit pas, la Joconde est en face de nous, ça ne lui dit rien, bien entendu. Un restaurant, bon, pour citer les éléments, et vous avez tous les présentations dans le guide de ce point de vue-là. Alors, dans le guide aussi, il y a une maison de vacances, Brise de Mer. Et là, je voudrais me souligner que c'est aussi une maison de vacances, mais avec des aidants. Parce qu'aujourd'hui, et on commence à en parler beaucoup, il y a des millions de personnes qui sont des aidants, c'est-à-dire qui ont à leur charge soit une personne en situation de handicap, soit une personne vieillissante, et qui se retrouvent dans des situations de vacances ou de loisirs qui ne sont pas simples, parce qu'on a besoin de souffler, pour être honnête. On a besoin, quand on est tout le temps avec quelqu'un qu'on doit aider, qu'on doit faire manger, qu'on doit laver, qu'on doit entretenir, entre guillemets, ça n'est pas simple, on a besoin de souffler. Et il existe des maisons de vacances où là, la personne en situation de handicap va être prise en charge pendant qu'évidemment le reste de la famille va pouvoir faire des activités qu'elle ne peut pas faire évidemment avec la personne qui est avec elle. Tout à l'heure a été citée l'auberge de jeunesse d'Yves Robert, à Paris, parce qu'effectivement, il y a des jeunes en situation de handicap, ils n'ont pas le moyen d'aller dans des hôtels de luxe, ou des hôtels, on va dire tout simplement, et qu'il faut que les auberges de jeunesse ou tous les lieux accessibles pour les jeunes, évidemment, le soient. Et autre exemple qui est toujours dans le guide, c'est Office de tourisme, parce que ce qui est important, c'est que les offices de tourisme puissent donner une information fiable, c'est-à-dire je viens en vacances dans ce lieu, qu'est-ce que je peux faire avec mon handicap? Alors, sachez qu'on on a 700 offices de tourisme, aujourd'hui labellisés tourisme handicap, mais au total en France, il y en a 1200. Hein. Donc on a encore une sacrée marge de progrès pour faire en sorte que tous les offices de tourisme soient en capacité de donner de l'information sur ce sujet. Alors, parmi les bonnes pratiques, et je vais remercier Esther Cadio, qui est chargée du développement des publics au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors, Esther n'était pas là au début, parce qu'elle est jeune, mais moi, j'étais là au début de la création de ce musée. Et ce musée, quand il a ouvert, a posé beaucoup de problèmes. Bon, parce que c'était le musée Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est lui qui a fait la loi de 2005, qui a été à l'origine de cette loi de 2005. Et malheureusement, ce musée, il y avait énormément de difficultés d'accessibilité. Et bien, aujourd'hui, c'est un musée exemplaire. Il a fallu des années de travail, il a fallu trouver des solutions, mais il y a eu l'énergie pour le faire, une équipe qui aujourd'hui est construite autour de ça. Et je vais laisser la parole à Esther pour nous présenter tout ce qu'ils font et vous donner des bonnes idées. Merci Esther. Merci Annette. Bonjour, donc oui, moi je suis Esther Cadio, je suis donc chargée de développement des publics, notamment en situation de handicap au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, donc le musée du Quai Branly, c'est un musée qui est situé au bord de la Seine, sous la Tour Eiffel, et on présente des collections d'art extra-occidental, donc des objets venus d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'Océanie.
Pour moi, il y a un peu 4 volets qui nous permettent aujourd'hui d'être accessibles. Alors, je voudrais commencer déjà en disant qu'on a un établissement public, donc on a une obligation de service public qui est d'accueillir toutes les personnes, quelle que soit leur situation de handicap, mais aussi économique, de vulnérabilité, tout simplement parce que c'est une de nos missions et que les collections qu'on présente appartiennent à tout le monde. Première chose. Deuxièmement, il y a évidemment une partie qui concerne l'accessibilité bâtimentaire. C'est un peu l'évidence. On a la chance d'avoir un bâtiment quand même moderne, donc qui nous a mis d'entrée de jeu certaines facilités par rapport à d'autres établissements plus anciens, évidemment, avec des mises en accessibilité plus compliquées. Mais on peut toujours progresser. Pour ça, je voudrais donner l'exemple d'un parcours de visite en autonomie qu'on a inauguré il y a 2 ans pour les personnes aveugles ou malvoyantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne aveugle ou malvoyante peut venir seule au musée du Quai Branly-Jacques Chirac sans accompagnant, sans accompagnateur. Je le souligne parce que c'est quand même assez rare de pouvoir visiter un musée tout seul quand on est mal ou non-voyant. C'est un travail qui a demandé beaucoup de collaboration, de nombreuses années aussi d'adaptation. Mais voilà, aujourd'hui, on est assez fiers d'être arrivé à ça. Il y a évidemment les ascenseurs, les BIM, tout ce que vous avez mentionné avant, hein, mais je voulais mentionner quelque chose voilà, qui nous a permis d'aller un petit peu plus loin. Il y a l'accessibilité au contenu, ça c'est le deuxième volet important pour moi. Aujourd'hui, on pense toutes nos activités de médiation. Donc nos activités de médiation, c'est ce qu'on propose au public de faire. Les visites guidées que tout le monde connaît, les ateliers dont on a aussi l'habitude, et les visites comptées aussi, qui se développent de plus en plus dans les musées. L'idée aujourd'hui, quand on développe une offre, c'est de la penser immédiatement en accessibilité universelle. Donc aujourd'hui, quand on pense à une visite guidée au musée du Quai Branly-Jacques Chirac ou à un atelier, on prévoit la possibilité de pouvoir accueillir pendant cette activité des personnes déficientes visuelles ou des personnes qui présentent un handicap mental. Voilà, c'est pensé pour pouvoir se déployer, se décliner. En parallèle de ça, on a aussi des propositions spécifiques avec régulièrement des visites en LSF, des visites tactiles et pour montrer un peu voilà, le dynamisme dans lequel on essaye de continuer à s'inscrire, on inaugure cette année une nouvelle visite douce donc, qui a été pensée pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et voilà, qui nous permet d'aller là encore plus loin dans l'accueil de nouveaux visiteurs. Le troisième volet, à mon sens, c'est de pouvoir aller hors les murs. Donc le musée, il a une politique assez, enfin même très volontariste à ce sujet. On peut faire le maximum pour accueillir les gens au musée, comme je viens de vous le préciser, mais on aura toujours des cas où les gens sont empêchés, ce qu'on appelle le public empêché. Donc là, c'est à nous d'aller à leur rencontre. Pour ce faire, on se rend du coup dans des EHPAD, on se rend dans des hôpitaux, beaucoup. On a un gros partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris depuis 2016 qui nous permet de réaliser 30 à 40 interventions hors les murs par an dans des services extrêmement divers, de la psychiatrie, adultes, enfants, de la gériatrie évidemment, des personnes qui sont alitées de longue durée. Donc ça, c'est vraiment un axe important de développement. Et quand on a les moyens de le faire, ça permet vraiment d'aller toucher un public qu'on ne peut pas toucher sinon. Le dernier axe, pour moi, à mon sens, qui est très important, c'est de tout faire avec les personnes concernées. J'aurais peut-être dû commencer par ça, je termine par ça, mais on ne fera jamais quelque chose d'adapté si on ne le pense pas avec une personne en situation de handicap. Donc tout ce qu'on crée au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, et ça depuis l'ouverture, on le fait avec l'aide des associations. Ce nouveau parcours qu'on a créé, dont je vous parlais, qui permet aujourd'hui la visite en autonomie d'une personne mal ou non-voyante, on l'a fait avec les fédérations des aveugles de France, avec plusieurs personnes qui sont venues tester et qui nous ont signalé tout au long du parcours des choses qui n'allaient pas. Donc on s'y est repris à de nombreuses reprises pour avoir aujourd'hui quelque chose qui est véritablement accessible. La visite douce dont je vous parlais, c'est pareil. On l'a fait tester avec à des IME, à des jeunes qui sont concernés, parce que si on la crée sans eux, en fait, on sait au final qu'on ne répondra pas à leurs attentes. Je veux pour exemple de ça que tous les ans, on a ce qu'on appelle un COPIL accessibilité au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, un comité de pilotage donc, avec notre président, avec notre directeur général. Je peux vous dire que c'est quand même assez rare d'être dans des réunions avec eux. Et on accueille des responsables d'associations, des représentants
d'associations de personnes en situation de handicap. On leur expose ce qu'on a fait pendant l'année, les nouveautés, nos projets, et on recueille leur avis, on recueille leurs sentiments. Et on se réajuste ensuite par rapport à ce qu'eux nous auront dit, à ce qu'ils nous auront indiqué dans nos futurs projets ou dans ce qu'on a mis en place et qui n'aurait éventuellement pas fonctionné. C'est vraiment le maître mot pour moi, c'est d'être entouré des personnes qui sont concernées. Alors, Esther, vous faites ça. Mais... Oui, mais vous faites chaque année ce qu'on appelle une semaine de l'accessibilité. Ça va être bientôt. J'ai le plaisir de collaborer aussi avec vous sur ce sujet, en tout cas en termes de communication. Donc, je vous essayez de nous expliquer quel programme est en train de se définir pour cette année. Oui, alors effectivement, tous les 2 ans, on a une semaine de l'accessibilité qui comprend toujours la date du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Donc, cette année, ça aura lieu du 26 novembre au 5 décembre au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. L'idée, c'est d'avoir des activités, un panel d'activités très large, accessibles à toutes et tous, qui sont gratuites, du coup, dans le cadre de la semaine de l'accessibilité. Ça passe aussi bien par des spectacles, des concerts, du spectacle vivant. J'en profite pour, du coup, annoncer notre nouvelle collaboration avec Culture Relax, qui est un acteur du spectacle vivant et qui permet, en fait, l'accès à des personnes atteintes de troubles autistiques, mais pas que, à des personnes atteintes de handicap mental, de handicap psychique, d'avoir accès à du spectacle vivant, là où on sait que c'est assez compliqué en général, parce qu'on a des représentations avec des codes assouplis. Donc, pendant cette semaine, on aura 2 représentations de spectacles relax. On aura également une remise de prix autour du handicap psychique, donc des petits courts-métrages qui nous permettront de mettre aussi en valeur cette thématique qui nous tient à cœur. On aura la diffusion d'un épisode du Papotin, puisqu'on a un épisode du Papotin qui va se tourner au musée là en octobre. Donc on aura une diffusion grand public. On aura aussi des visites guidées, des visites comptées, accessibles à tous, toutes en mixité des publics. Voilà, il y aura des choses tous les jours, il y aura des œuvres à venir découvrir tactilement. Il y aura du bao pao, c'est un instrument de musique inclusif. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire participer les publics. Donc, voilà. Et un temps dédié pour les professionnels. J'oublie pas. Voilà, donc si vous voulez découvrir un certain nombre de choses et mieux les comprendre, parce que ça peut être abstrait comme ça, n'hésitez pas entre... rappelez-moi les dates, Esther. Du 26 novembre au 5 décembre. Voilà, donc gratuité aussi pour un certain nombre de choses. Donc, venez en profiter et faites-le savoir aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément accès à la culture tous les jours. Y a-t-il des questions concernant... Oui ? Ouais, encore moi, je suis désolée. J'ai une petite chose à vous demander. Donc, dans l'accessibilité, moi, j'ai beaucoup à faire avec des personnes en situation de handicap visuel, mais ils viennent des pays germanophones. Et quand on arrive dans les musées en France, souvent on entend « Ah, mais les Allemands, ils parlent tous anglais. » Ah non, on ne parle pas tous anglais, pas du tout. Et pas parfaitement non plus, alors si jamais on parle un peu. Alors, ça serait vraiment une demande, une proposition à faire, à vous soumettre, de penser plus justement à des étrangers qui viennent et qui voudraient donc, des étrangers en situation de handicap, qui voudraient donc exploiter un peu ce qu'il y a à voir et à entendre. Voilà. Je prends en note. Alors, je vous avoue qu'au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, on a assez peu de touristes internationaux. C'est aussi la raison qui fait qu'on n'a pas forcément des traductions dans toutes les langues. Mais vous avez raison, le serpent se mord la queue. On en a peu aussi peut-être parce qu'on n'a pas toutes les traductions nécessaires. Je note. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Retour d'expérience, témoignages Oui, bonjour. Moi, je travaille pour une chaîne d'hôtels et on a installé Swordline au niveau de la centrale d'appel et les retours sont super bons.
Et même au niveau du siège, tout le monde se met à la langue du signe. Ils viennent là, lundi prochain pour prendre le café et ça change totalement le regard par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc parfois, il vaut mieux commencer doucement mais sûrement pour répandre ça. Et comme on a vu, c'est le handicap le plus important. Et finalement, on est très mal équipés. Et voilà. Donc pensez au plus grand nombre. Alors, je vais peut-être faire la transition. Bon, ils sont sur leur stand, donc c'est un peu compliqué comme il n'y a qu'une seule personne de venir. Mais il y a un stand des hôtels ménagères, qui c'est une chaîne hôtelière allemande, qui est à la fois, je vais dire, une auberge de jeunesse et un hôtel. Donc je vous invite à aller sur leur stand parce que ce concept allemand a été fait avec l'accessibilité. C'est ça, l'accessibilité de tous. C'est-à-dire que même dans cet établissement avec des chambres familiales, vous avez le coin cuisine où on peut se faire à manger parce que aller avec des enfants ou des personnes en situation de handicap dans un restaurant quand on vient visiter Paris ou Bordeaux, mais il y a de nombreux hôtels en Europe, c'est compliqué puis c'est cher. Donc là, il y a un concept aussi de cuisine partagée où chacun peut venir avec ce qu'il a acheté et faire sa cuisine et participer donc dans la salle à manger. Donc je vous invite à aller les voir pour ceux qui sont hôteliers, qui ont envie de savoir, sur leur stand. Alors j'ai pas eu le temps de noter le numéro, je m'excuse, mais vous allez le trouver sur le catalogue hein, de toute façon pour aller voir ce concept intéressant qui est hybride, je vais dire, entre auberge de jeunesse et hôtel familieux. Voilà, donc on a beaucoup d'autres exemples et c'est toujours un peu compliqué. Donc de répondre peut-être à votre question. De temps en temps, j'ai des coupures. Sur d'autres, évidemment, thématiques concernant le tourisme, si vous le souhaitez, en termes d'accessibilité. Mais si Esther veut rajouter quelque chose, avec plaisir. Non, on vous attend nombreux pendant la semaine de l'accessibilité. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, interventions. Non. Eh bien, merci à tous d'être venus à ce temps consacré à l'inclusion. Bon salon à tout le monde.